Non, on a mis de l'eau. Ah oui. Et on a... Voilà. Tu veux que je fasse le timing? Oui, oui, prends. Tu me dis, hein? Ouais, je suis prêt. Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième événement Figital de l'année. On avait, il y a 2 semaines, fait un événement Figital, donc à la fois retransmis online et en physique au Palais Brognard. Donc on vous accueille donc pour ce deuxième événement Figital. Alors aujourd'hui, on va vous parler de RH, de mobilité professionnelle interne et externe. C'est un grand défi important pour la finance aujourd'hui. On sait qu'avec l'intelligence artificielle, avec toute l'innovation, un certain nombre de tâches se digitalisent, la comptabilité, la valorisation, beaucoup de tâches dans les back-office se digitalisent et on a des besoins de mobilité à la fois interne et externe. Interne pour faire que les équipes évoluent en termes de compétences, externe aussi pour qu'elles puissent travailler par exemple dans les fintech, dans les TPE PME de la finance, dans les fintech, donc des banques vers les fintech. Donc en fait aujourd'hui on s'intéresse à la mobilité interne et externe des équipes. Et en fait, donc, c'est original, car aujourd'hui, l'utilisateur, le client innovant, n'est pas une banque, n'est pas une assurance, mais est une institution historique, l'armée. L'armée. En fait, c'est très important parce que l'armée, quand j'étais prof à Dauphine, je disais toujours à mes étudiants, il faut que vous regardez comment fonctionne l'Église et l'armée, qui sont des institutions qui n'ont pas pour but le profit, et qui sont des institutions qui ont des centaines d'années et donc qui ont un taux de survie très très élevé. Donc c'est très important de voir comment ces institutions gèrent donc la mobilité. Il se trouve que sûrement dans votre entourage, vous avez un cousin, un neveu, un ami qui a été militaire et il se trouve que les militaires ont leur retraite relativement jeune, par 30, 35, 40 ans. Donc qu'est-ce que deviennent nos militaires après? En France, on observe, on va aux États-Unis, il y a beaucoup de militaires qui sont sur le carreau. En France, j'ai jamais rencontré des militaires sur le carreau. Donc peut-être qu'il y a une explication. Donc l'explication, c'est peut-être que justement l'armée gère le devenir des militaires. Et donc c'est gérer beaucoup de monde, ce devenir des militaires. Il y a beaucoup de gens à reclasser, beaucoup de gens donc à se préoccuper. Donc on va dire qu'il y a le côté RSE aujourd'hui. Une entreprise doit, en termes de responsabilité, s'occuper donc de ses salariés, de ses anciens salariés. L'armée, je pense, au-delà de la RSE, l'a toujours fait et continue à le faire. Et surtout utilise des outils digitaux pour le faire. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter une start-up, une RH Tech, je ne sais pas comment on dit, nous on est dans les fintech, mais il y a aussi des RH Tech, hein, c'est ça, une RH Tech, mon coach mobilité, qui permet de digitaliser l'accompagnement à la reconversion interne et externe. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est sur les banques et les assurances. Et là, je pense qu'il faut aller voir dans les secteurs qui sont plus innovants et plus en avance. Donc là, c'est dans le secteur de l'armée, comment l'armée assure la reconversion, la mobilité interne et externe de ces équipes. Donc c'est ce que vont nous expliquer aujourd'hui donc nos 2 intervenants. Donc le colonel Berthe qui va nous présenter donc ces éléments-là et Elisabeth Darty qui va nous présenter mon coach mobilité. Je vais laisser la parole au colonel tout de suite. Donc n'hésitez pas, donc vous êtes en physique à poser les questions après les interventions. En digital aussi, vous pouvez aller sur le chat Livestorm. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, Clément vous remettra les questions. Donc, on laisse la parole à nos orateurs et donc la parole au colonel Berthe. Merci de votre attention et restez en ligne. Merci. Bonjour à tous. Donc, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. On n'a pas l'habitude forcément de parler au monde de la finance, de l'assurance, ou en tout cas mais c'est un plaisir. Moi, je suis le colonel Berthe, donc je travaille à la direction de Défense Mobilité, qui est l'opérateur de la reconversion du ministère des Armées. Parce que nous avons en fait depuis toujours une instance dédiée, ou en tout cas de la RH, de la ressource humaine et financière dédiée à la reconversion de nos militaires qui quittent le service actif, soit parce qu'ils sont en fin de contrat, soit parce qu'ils sont en fin de carrière. À tout moment de la carrière, ils ont besoin d'être accompagnés vers une transition dans le secteur privé ou le secteur public. Alors avant de vous parler un peu du digital, je voulais simplement restituer un peu notre action. D'abord, on est une direction qui est à Vincennes. On dépend de la direction des ressources humaines du ministère des Armées.
On est en fait déployé partout où il y a des unités militaires avec des antennes. Il y a pratiquement 300 conseillers qui sont un peu les équivalents de conseillers Pôle emploi qui vont s'occuper de ces militaires en reconversion. Et ils sont présents en métropole et outre-mer sur pratiquement 80 sites. Alors pourquoi on a déployé ce dispositif historiquement l'agence existe depuis 10 ans, mais on a toujours fait de la reconversion des militaires. D'abord, nous, on y voit une manœuvre, ce qu'on appelle chez nous une manœuvre. Les militaires aiment bien parler de manœuvre. Et la manœuvre, c'est se mettre en position favorable. Voilà. Et se mettre en position favorable, c'est comment recruter et fidéliser les militaires. C'est aussi bien les gérer, bien sûr, donc les attirer avec des recrutements, bien les gérer au cours de leur carrière, mais c'est aussi leur dire, dès le début, venez chez nous. Lorsque vous aurez à quitter le ministère, que vous ayez 5 ans de service, 15, 20 ans ou 30 ans de service, on vous aidera à partir et on vous accompagnera vers l'emploi. Donc on y voit, nous, le premier but de ce dispositif, d'accompagner vers la reconversion. Donc là, pour le coup, c'est de la mobilité externe. C'est face à une armée qui est assez jeune, avec une armée qui est composée aux 2/3 c'est pas très connu, mais de contractuels, puisqu'en fait nos militaires du rang sont tous contractuels, nos sous-officiers le sont pour l'essentiel, et une partie de nos officiers sont des contractuels. Donc de toute façon, ils vont quitter le ministère un jour, et donc les reconvertir et leur dire on va vous accompagner vers la sortie, et on a une agence dédiée, on a des financements dédiés, c'est aussi leur dire venez chez nous, soyez rassurés, et c'est aussi leur rendre ce qu'ils ont donné à l'institution, au pays. Le deuxième enjeu, c'est parce que le ministère paye le chômage de ceux qui ne sont pas à l'emploi, qui quittent le ministère mais qui ne sont pas à l'emploi. Et donc, il y a un enjeu financier derrière pour nous également. C'est de réduire la facture de chômage des militaires en reconversion et qui, pour certains, n'ont pas forcément trouvé un emploi. Donc voilà pourquoi on existe. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, et ce que vont faire nos conseillers, c'est ce que fait un accompagnateur de l'emploi un peu classique. Donc on va élaborer avec eux un projet professionnel. On va d'abord faire un petit bilan de compétences, un bilan personnel et professionnel, faire un projet professionnel, leur apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, et on va mettre en place évidemment aussi des outils via des prestataires, et puis des financements de formation professionnelle, puisqu'une partie de nos militaires n'ont pas forcément des compétences transposables dans le secteur privé de façon naturelle. Donc on va financer des formations professionnelles qui peuvent durer de 6 mois à 1 an pour les aider à acquérir de nouvelles compétences. Et puis on va leur apprendre à valoriser aussi les compétences qu'ils ont acquises. On fait les dispositifs qui existent déjà, comme la valorisation des acquis de l'expérience. On finance toutes ces démarches-là et on accompagne. Et nos conseillers, leur travail, c'est de faire sortir ce projet, de mettre en place quelques outils, y compris des financements, et puis ensuite de proposer des liens également avec des employeurs qu'ils ont en région. On a des conventions avec des grands groupes, on a aussi bien sûr tout un travail avec des PME, des TPE qui sont en région, et également avec la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'État, de manière à ce que nos militaires puissent avoir des offres d'emploi et surtout explorer le champ des possibles, puisque quand vous avez fait une carrière de 5, 10, 15 ans, 20 ans, vous ne savez pas forcément tout ce qui existe. Et c'est donc le boulot des conseillers de les accompagner, de leur montrer et de les y emmener. Voilà pourquoi on existe. Et puis alors le deuxième, et c'est important parce que je vais en parler juste après, c'est que depuis 2017, la ministre des Armées a décidé de donner une impulsion à un volet important chez nous, qui est la politique de la famille, parce que ça fait partie de la condition du personnel, et elle a fait ce qu'on appelle un plan famille. Et dans ce plan famille, il y a plusieurs axes. Il y a des axes dédiés à la garde d'enfants, alors c'est dédié au logement des familles, mais il y a tout un axe qui concerne l'emploi des conjoints de militaires. Et là encore, il y a aussi un enjeu de condition du personnel, de nos militaires. S'occuper de leurs conjoints, c'est s'occuper des familles, c'est permettre aux militaires de vivre sa mission, ses absences opérationnelles et sa mobilité, puisque nos militaires sont souvent de bonne manière. Et donc on aide également les conjoints de militaires qui sont demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi et qui recherchent un emploi, ou qui vont le perdre. On les aide également, de la même façon, dans le cadre de ce plan famille, à aller vers l'emploi, et on leur finance même également des formations professionnelles. Nos militaires ont un statut qui est le statut du militaire nous impose la mobilité. Alors pour le coup, c'est une mobilité géographique, mais on est affecté régulièrement dans des garnisons. Et donc, dans ce cadre-là, nos militaires bougent, sont mutés, et les conjoints suivent. Voilà. Et donc, ils perdent leur emploi, et suivre leur carrière professionnelle peut être en pointillé. Et donc, nous, on essaye de les accompagner dans ce cadre-là. On fait la même chose, un projet professionnel, financement et accès à l'emploi. Tout ça dans le cadre
d'une politique de conditions du personnel, comme je l'ai dit, mais aussi de fidélisation de nos militaires, puisqu'en accompagnant leurs conjoints, on leur dit également, voilà, on vous aide à supporter les suggestions du métier militaire. Alors pour en revenir au digital, moi tout simplement, je ne suis pas un sachant dans le domaine du digital et je prétends certainement pas, vous êtes dans le domaine de la finance ou de l'assurance sans doute beaucoup plus avancé, vous êtes très innovant. Nous simplement, je vous dis un petit peu, à titre de témoignage, ce qu'on fait en ce moment. Alors la première chose, comme tout opérateur de l'emploi, on doit tout tracer, hein, nos actes, on doit piloter notre performance, et puis, mais on est aujourd'hui, on s'alloge sur un système d'information un peu vieillissant, et donc on s'est engagé dans une transformation numérique. C'est le premier volet de ce que je souhaitais vous dire. Une transformation numérique avec un prestataire externe qui nous accompagne, hein, tout un projet numérique qui a pour but en fait de simplifier et d'améliorer tous les process qu'on est en train de conduire, qui aujourd'hui ne sont pas artisanaux dans la construction des process, mais dans le numérique, dans la digitalisation, on a, pour l'instant, on n'est pas en avance. Voilà, donc on s'est lancé dans cette transformation numérique au niveau de l'agence pour s'appuyer sur un outil complètement sur Internet et permettre à toute notre offre de services d'être accessible sur smartphone, sur iPad. Alors, je ne sais pas si on peut diffuser juste une slide, mais cette transformation numérique, en fait, elle correspond à quelques attentes chez nous. Bon, c'est simplement un exemple. Hein, c'est simplifier et moderniser tous nos processus métiers. Et puis, on a un écosystème, nous, qui est toujours basé sur le conseiller qui accompagne le candidat, le candidat à la reconversion ou le conjoint. Oui, c'est pas grave. Et puis l'employeur qui va recruter. Donc on essaye, nous, demain, de simplifier ce dispositif et de faire travailler mieux les gens ensemble avec un outil qui s'appelle Pégase, qu'on est en train de construire pour faciliter, diminuer le nombre de mails, gagner en fluidité dans les entretiens. C'est-à-dire, c'est comme Doctolib, hein, vous allez pouvoir, avec nos conseillers, prendre rendez-vous en ligne. Permettre une gestion plus simple des offres d'emploi, plus facile, avec des espaces pour tous les candidats à la reconversion, dans lesquels les offres d'emploi vont tomber. Et cet outil, en fait, il est en train d'être construit. Il y a une équipe projet numérique. Voilà, et donc l'idée, il se fait en mode agile. Hein. Donc en mode agile, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place l'outil grâce à un prestataire qui nous accompagne, bien sûr, mais grâce avec des équipes utilisateurs qui sont les conseillers, hein, qui sont en train d'expérimenter l'outil et surtout de le construire avec des sprints de tous les 15 jours. Et puis les candidats qui vont être aussi impactés par cette transformation, puisqu'on va leur demander également d'y participer, et les recruteurs, de manière à construire cette digitalisation de notre propre outil, de nos propres process métiers. Et on en attend plusieurs choses. Donc on en attend, je l'ai dit, on veut faciliter le pilotage. On veut également faciliter la collaboration entre tout le monde, entre les agents, entre le candidat, entre le recruteur. Donc un militaire en reconversion, il va avoir un dossier, mais on va avoir beaucoup de gens qui vont se pencher sur son dossier. On va avoir le conseiller qui l'accompagne, on va avoir le chargé de prospection relations employeurs, celui qui dialogue avec les entreprises. On va avoir celui qui va également être un peu celui qui va aider à coordonner ça au niveau régional, éventuellement également celui qui va financer à la fin tout le dossier, puisqu'on met en place des financements, donc derrière il y a quelqu'un qui va payer, hein, c'est nous, c'est le ministère qui paye, mais enfin il y a quelqu'un qui rédige le service fait et puis trace tout ça. Donc pour que tous ces acteurs collaborent ensemble aujourd'hui de meilleure manière, cet outil va leur permettre d'une manière digitalisée de le faire de manière plus aisée. Et puis on a également en fait, et c'est le principal effet de cette digitalisation, de rendre accessible tout ce qu'on fait, comme je le disais, à l'utilisateur, le client. Vous appelez ça le client, nous on appelle ça le candidat, c'est-à-dire lui permettre d'avoir accès à tout cela sur son smartphone, sur son iPad. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'on n'est pas sur Internet, on travaille avec des dispositifs qui sont à notre intranet du ministère des Armées pour des raisons de sécurité. Demain, ce sera sur Internet, et ça va vraiment nous permettre de voilà, vous pouvez... ouais. Pardon. Voilà.
Ouais, voilà. Donc demain, ces utilisateurs vont pouvoir accéder à leur espace et être beaucoup plus. On va gagner en fluidité en fait, et eux-mêmes vont gagner en instantanéité. Voilà, puisque évidemment, fonctionner par mail ou fonctionner via un smartphone ou un iPad, c'est pas du tout la même rapidité. Donc on en attend plusieurs effets qui sont peut-être un peu pompeux sur une slide comme ça, mais qui pour nous sont très importants. Et ce que je voulais dire, c'est qu'une transformation comme ça, c'est innovant, mais du coup, ça s'accompagne en fait d'une transformation assez importante de nos process, en tout cas d'une modification de nos process. Il y a toute une stratégie d'accompagnement au changement qui est derrière, parce que les agents, les conseillers qui vont faire tout ça, ils ont besoin évidemment d'être accompagnés vers ce changement assez important pour leur métier. Et également sur la formation de ces agents, ça a tout un impact. Ce que je voulais aussi, et de façon importante, parce que je pense que ce n'est pas forcément partout pareil, mais nous, on n'a pas conçu cette transformation numérique comme un levier. C'est un levier de transformation, mais ce n'est pas un levier pour détruire les effectifs. Alors, je le dis parce que une transformation numérique peut être vue comme ça, et d'ailleurs même chez nous, parfois nos agents nous disent mais vous allez supprimer les effectifs parce que ce que vous êtes en train de faire, la machine va le faire demain. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, ce qui n'est pas vrai en fait dans l'intention, la transformation numérique, elle va modifier les métiers, mais pour nous, elle n'est pas faite pour économiser les effectifs ou supprimer les effectifs. On a besoin de nos conseillers, et ce qui est fondamental chez nous, c'est que ce sont des outils. Mais les conseillers défense mobilité, c'est-à-dire nos conseillers en transition professionnelle, ça reste les premiers acteurs de l'accompagnement vers l'emploi de leurs candidats à la reconversion ou des conjoints de militaires. C'est eux qui font le travail, simplement on leur donne des outils meilleurs pour le faire, et pas pour supprimer leur poste. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas quelques petites, sur quelques métiers qu'on a dans le domaine du soutien, il n'y aura pas quelques petites suppressions de postes, mais en fait ce sera des modifications de postes plutôt qu'autre chose. Mais on ne l'a pas conçu en tout cas pour supprimer les effectifs. Et nous, ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'on ait ce binôme en fait, et je vais y revenir parce que je vais également parler de mon coach mobilité, mais c'est ce binôme entre la machine et le conseiller. Et le rôle premier chez nous, mais c'est vrai aussi dans la RH des armées. On aura beau avoir tous les outils qu'on veut pour accompagner des hommes dans une transition professionnelle ou pour faire de la RH, c'est-à-dire finalement gérer leur carrière. Il faut énormément de liens humains, d'accord ? Puisque derrière, toutes les décisions que vous prenez et que vous faites prendre ont des impacts majeurs sur la vie des gens, et notamment sur la vie de nos militaires ou de leurs conjoints. Donc nous, derrière, ce sont des hommes et des femmes qui font cela, qui font cet accompagnement, et les outils digitaux sont là pour améliorer le quotidien des candidats à la reconversion et des agents, voire des entreprises, mais pas pour s'y substituer. Alors après, voilà, et donc en fait, c'est tout cela, et c'est la dernière slide. Après, je vais basculer sur un autre exemple. Toute cette digitalisation en fait suit notre process. Donc on doit avoir alors on appelle ça capter les prospects. C'est en fait on doit les militaires qui sont en reconversion, ils viennent pas tous naturellement, donc il faut un peu les chercher. Et puis ensuite on va les recevoir, les accueillir, leur dire voilà ce que tu peux faire. On va devoir sécuriser l'accompagnement, c'est tout ce qui concerne élaborer un projet professionnel. Un projet professionnel, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire. Et qu'est-ce que je peux faire ? Il faut le confronter au marché de l'emploi, évidemment. Donc tout ça sera aussi bien sûr digitalisé, mais aujourd'hui ça fonctionne déjà comme ça avec nos conseillers. On leur demande eux-mêmes d'aller faire des enquêtes terrain, de se renseigner sur le métier qu'ils veulent faire, et on fait nous-mêmes des propres enquêtes sur le marché de l'emploi, de manière à confronter ce qu'ils veulent faire vis-à-vis de ce qu'ils peuvent faire. Parce que derrière on mettra des financements si on voit que tout ça est réaliste. Voilà. On ne va pas financer une formation professionnelle si on voit que celui qui veut se reconvertir à Brive, il n'y a pas d'emploi dans le métier où il veut aller. Donc on ne lui financera pas une formation professionnelle dans un métier qui ne correspond pas à sa zone de repli et à quelque chose dans lequel ça recrute. Donc voilà, et puis après, il y a tout un volet... Bon, c'est un petit peu ésotérique sans doute pour vous, mais il y a tout ce qui concerne la formation, il y a tout ce qui concerne la relation avec les recruteurs qui sera digitalisé, et puis plein de domaines transverses, c'est-à-dire la possibilité pour nos conseillers de dialoguer entre eux de manière beaucoup plus fluide aujourd'hui, et puis de gérer les offres d'emploi de manière plus rapide. Alors,
on est au début de cette transformation, donc je vais simplement, je vais simplement l'évoquer parce que c'est évidemment la digitalisation qui va nous permettre de passer un cap, et on en attend beaucoup, mais on se donne 3 ans. On va le livrer, le premier outil, en fin d'année, et en fait, on a fait le choix de se dire, le premier outil sera imparfait et on va le parfaire pendant 2 ans, voilà, avec le prestataire et au fur et à mesure qu'on l'utilisera. Voilà. Donc au total, c'est une transformation qui va durer peut-être 4 ans, mais qui va changer complètement si ce n'est nos métiers, en tout cas la façon de le faire, en essayant de nous rendre plus performants, y compris sur notre capacité à mettre en adéquation les candidats, leurs projets professionnels et les offres d'emploi. Parce qu'on est quand même dans un domaine où les militaires, voilà, peut-être qu'il y a une bonne offre d'emploi en Bretagne, mais enfin, ils se reconvertit à Strasbourg. Hein, donc, il faut mettre tout ça en relation, on n'est pas toujours aussi facile. Donc, on espère progresser également dans ce domaine. Donc, potentiellement, ça peut concerner entre 10 et 15 000 militaires qu'on accompagne chaque année vers le secteur privé ou le secteur public. Voilà. Alors ça, c'est le premier exemple, c'est notre transformation en cours dans le cadre de la reconversion de nos militaires. Mais on a aussi la possibilité d'expérimenter, de prendre sur étagère d'autres solutions. Alors là, je vais parler de la solution qui vous sera présentée après, de mon coach mobilité. J'en parle parce que on a souhaité, dans le cadre de l'accompagnement de nos conjoints de militaires, identifier une population cible de conjoints de militaires qui ont une problématique de confiance en eux, hein, parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis longtemps. La vie d'un militaire, elle est faite qu'il y a certains conjoints qui ne peuvent pas travailler parce que voilà, ils ont une carrière, ou alors soit ils n'ont jamais travaillé, soit ils n'ont pas travaillé depuis longtemps, soit dans le secteur dans lequel ils sont, en fait, leur nouvelle affectation fait qu'ils ne peuvent pas retrouver. Donc on a souhaité travailler sur ces freins un petit peu personnels, ces freins également psychologiques, en expérimentant avec mon coach mobilité une solution qui mixte le digital et le coaching humain. Alors vous retrouvez d'ailleurs dans ce mix ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a du digital, mais c'est un outil. Le coaching est tout aussi important, en tout cas l'accompagnement humain est tout aussi important, je pense même qu'il est évidemment plus. Alors nous, on a expérimenté sur une trentaine de conjoints qui étaient à distance, hein, on a fait ça depuis le début de l'année. C'était une expérimentation, mais qui a eu de vrais succès. Puisque le parcours, ça va vous être présenté, il va de la construction du projet professionnel jusqu'à la phase de recherche d'emploi, en passant par tout ce qui est networking, élaboration de CV, stratégie digitale. Donc c'est assez complet. Nous, ce qui nous a paru séduisant dans le digital, sur cette solution, alors la première des choses, c'est qu'il y a une certaine flexibilité. Parce qu'en fait, le conjoint, il est à distance, donc il peut, travailler à distance. 2, il peut organiser son agenda sur la semaine. Vous verrez, nous, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que sur la semaine ou sur les semaines qui viennent, puisqu'en fait, il est derrière son écran, hein, son iPhone ou son iPad, et il peut tout simplement faire une partie du travail que nous font les conseillers en temps normal, mais que là, la machine va faire un petit peu. C'est-à-dire qu'il va pouvoir commencer à réfléchir à son projet professionnel, son CV. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en ligne. Et donc, il y a cette flexibilité sur l'agenda, sur la capacité en fait, à organiser son emploi du temps et à le faire à distance, qui nous a paru séduisant. Et ça s'est révélé séduisant. La deuxième avantage du digital, c'est que ça a permis des liens à distance entre des gens, c'est-à-dire des ateliers. Nous, en régie, quand ils sont face à un conseiller, ils travaillent de face à face, en fait. Voilà, donc ils vont travailler sur eux-mêmes avec le conseiller, mais ils ne vont pas travailler à plusieurs. Il y a très peu d'ateliers chez nous. Alors, c'était un tort, hein, mais enfin, malheureusement, c'est ainsi. Là, l'avantage de la solution, c'est que ça permet de faire des ateliers, donc une émulation de groupe, un travail, et c'est très important. Et ça, on n'avait pas forcément vu au départ, mais c'est un fruit très concret de cette expérimentation. La troisième chose, c'est que la machine permet également une sorte d'émulation de la personne, une motivation en fait qui est faite parce que vous avez des rappels, ce genre de choses. Donc en fait, quand vous n'avez pas fait votre devoir, la machine vous le rappelle. Voilà. Donc c'est même plus simple qu'avec vos enfants ou qui vous écoutent pas. Là, c'est la machine qui va vous dire tu en es là et tu as fait que 15% de ce que tu devais faire. Bon, il y a un petit aiguillon et c'est important parce que nous on le voit bien, hein, que ce soit pour des militaires mais même des conjoints. Il y a besoin de remettre un peu de motivation ou en tout cas d'impulsion quand on est
Donc ça fonctionne bien. La troisième chose qu'on a trouvé séduisant, c'est qu'il y a une multiplication des ressources pédagogiques. Donc vous pouvez avoir accès à des vidéos, à des podcasts, à des fiches. Vous avez beaucoup d'exercices à faire. Donc toute cette méthode par l'exercice, ça c'est intéressant. Nous on le fait moins, comme nos conseillers le font moins, ça. Et ça n'a pas besoin qu'un conseiller le fasse. J'ai envie de dire la machine, en tout cas la digitalisation, peut le faire. Donc on a trouvé ça assez séduisant, cette méthode de l'exercice. Bon, on trouve ça ailleurs, mais là en l'occurrence, adapté à l'emploi, on a trouvé ça bien. Et puis, on a des bilans réguliers. Voilà. Et alors, l'autre intérêt, c'est que c'est mixté avec des coachs. Alors les coachs, c'est un peu comme des conseillers, sauf que, alors là, Elisabeth en parlerait beaucoup mieux que moi, mais ces coachs, ils ont un temps limité et c'est très important qu'ils soient là. D'abord parce qu'ils vont travailler sur la confiance, ensuite ils vont expliquer, parce que vous êtes face à une machine, valoriser un projet, valoriser ses compétences ou définir un projet professionnel face à sa fiche ou à son papier, c'est pas toujours simple. Il faut quelqu'un qui donne vraiment l'explication et là, en fait, les coachs sont là également. Redonner confiance. Et puis voilà, essayer d'identifier un point de bascule où la personne va vraiment se sentir, si ce n'est prête en tout cas, reprendre confiance dans ses capacités, dans ses compétences et enclencher en fait une dynamique assez vertueuse que la machine seule ne permettrait pas, je pense. Enfin, parce qu'en fait, on est face à des publics qui sont de tous les niveaux. Alors, c'est plutôt des employés ou des postes d'employés, mais il y a de tout. Et je pense que comme la nature humaine n'est pas faite pour être uniquement face à une machine, donc les coachs leur permettent vraiment de se relancer. Et donc, ce mix est fondamental. Et moi, on y a trouvé aussi beaucoup de vertus, puisque nos conjoints, à travers cet ensemble d'écosystème digital, atelier de groupe, coaching, ont sans doute été plus rapides pour se remobiliser vers une solution d'emploi que si nos conseillers les avaient pris à part. Donc ça a été limité sur 30 conjoints, c'est expérimental. On accompagne quand même chaque année vers l'emploi, nous, pratiquement 1800 conjoints quand même. Donc c'est 30 parmi ces 1800. Mais ça a été fait de manière rapide et surtout innovante, en apportant des choses que parfois nos conseillers eux-mêmes n'ont pas le temps d'apporter à la personne. Et parce que justement, ça mixtait une partie en digital et une partie à travers des coachs. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça assez fantastique. C'est assez innovant. Alors, je trouve également que ça reprend un peu ce que je vous disais. Ça travaille sur la confiance. Ça permet de mixer le digital et le coaching. Encore une fois, nous, en RH, on est dans le ministère des Armées. Les gens sont gérés par des hommes, pas par des... Et même l'adéquation, parce qu'on a parlé un peu de mobilité interne, lorsqu'on affecte nos gens, c'est très, très... On est vraiment en train de regarder les compétences de l'intéressé, ce qu'il souhaite faire, le recruteur au sein du ministère d'Armée qui lui offre un emploi, puis après à la fin il y aura une décision qui tombera. Chez nous c'est un ordre en fait, l'affectation des militaires ça termine par un ordre, même si le dialogue c'est mal passé, mais d'une manière générale il y a quand même tout un dialogue, il y a quand même, parce qu'on a des besoins à honorer et en fait à un moment donné le militaire, et ça fait partie de son statut, il va là où on l'a demandé d'aller, mais il y a tout un dialogue amont qui est très important, mais ce sont des hommes qui font ce dialogue, c'est-à-dire on n'a pas tellement de solutions digitales pour le faire, pour notre mobilité interne, et donc j'ai trouvé la solution digitale dédiée à cette reconversion, en tout cas cette transition professionnelle et cette recherche emploi des conjoints assez intéressante, mixant en fait le côté humain et le côté numérique qui est à l'œuvre dans toutes nos organisations. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Alors du coup, moi je vais quand même dire quelque chose sur l'organisation de l'armée, parce que qui est extraordinaire, on s'en rend pas compte, mais quand on a déployé avec Delphine qui est ici cette solution, on a vu la force de l'armée qui se met en place. C'est-à-dire qu'on a eu des réunions avec l'ensemble des conseillers des CTP, les conseillers qui s'occupent des gens, on les a tous eus en ligne parce qu'ils sont extrêmement sensibilisés au suivi et ils sont extrêmement impliqués dans le suivi. Ça, c'est la première chose. C'est la rapidité. On a l'impression que le ministère des Armées, c'est quelque chose de lourd, etc. Alors, je veux bien croire que c'est un peu lourd de temps en temps. Mais en l'occurrence, avec nous, ça a été
été extrêmement rapide et cette capacité d'innovation, en fait, finalement, quand on regarde dans le privé, c'est pas si simple. Et je trouve que, en tout cas, nous, quand on a travaillé avec le ministère des Armées, on a eu un regard finalement beaucoup plus accueillant que beaucoup d'entreprises qui se disent innovantes et qui ne cessent de parler de l'innovation. Alors qu'au ministère de l'Armée, ça a été très incarné en fait finalement, et les conseillers, enfin toute la ligne a été très impliquée. Donc voilà, c'était juste cette introduction parce que c'est une fausse image qu'on a sur la lourdeur de l'armée. Alors du coup, je vais me lever pour être du bon côté. Donc effectivement, nous, on s'est posé la question de comment réussir la mobilité, qu'elle soit interne ou externe, des collaborateurs. C'était ça notre question. Au départ, ce n'était pas le digital. C'est venu qu'après. Ce n'était pas ça qui nous intéressait totalement. En revanche, effectivement, quand on a déployé notre solution, eh bien, on s'est rendu compte que la solution qu'on a déployée, elle est effectivement d'une efficacité assez redoutable, puisque là, quand on regarde sur 30 personnes, effectivement, alors ça ne fait pas beaucoup, mais c'est quand même représentatif, on est à 53% des personnes qui ont retrouvé un emploi en moins de 4 mois. Donc effectivement, on est sur cette rapidité-là. Et puis, quand nous, on a nos utilisateurs qui sont, eux, dans le marché de l'emploi, qui sont complètement intégrés, alors que là, on avait des gens plutôt éloignés, eh bien, on est plutôt à 75% en moins de 4 mois. Donc, c'est assez remarquable. Et avec un prix qui, lui, eh bien, est quasiment un peu plus que divisé par 2, puisque le digital nous permet de réaliser cette double avantage, 1, d'être plus efficace, et 2, d'être moins cher. Donc ça, c'était extrêmement important. Alors, comment il nous semble que le digital peut vraiment apporter quelque chose ? Eh bien, en fait, c'est que le digital, il a pris une grande place dans nos vies, dans la manière de vivre, en fait. Et aujourd'hui, on est beaucoup mis en mouvement par le digital. Effectivement, comme vous disiez, on a des alertes, on nous dit il faut que tu fasses ça ce matin, lève-toi, réveille-toi, enfin bref, tout ce qu'on a à faire. Et eh bien, finalement, dans la recherche d'emploi, c'est la même chose. Il faut être mis en mouvement, il faut qu'on nous dise ce qu'on a à faire, et c'est mécanique. Alors, on verra que ça n'est pas toujours mécanique, et c'est pour ça qu'il y a des coachs humains. Mais la mécanique, la mise en mouvement, elle, eh bien, en fait, elle peut très bien être digitalisée, et c'est là où on va avoir un énorme gain. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si on veut que les personnes retrouvent un emploi rapidement, il faut qu'elles soient soutenues dans la motivation. Et pour être soutenues dans la motivation, eh bien, on va avoir effectivement les coachs. Et comme il y a un moment, il faut que les gens regardent les autres, enfin que l'utilisateur soit face à un regard extérieur pour quand même être confronté, parce que sinon on peut vite se laisser aller. Les ateliers collectifs, ça permet d'être confronté avec ses pairs, et c'est quand même tout aussi remarquable. Et puis, évidemment, on a, grâce au digital, la gamification. Et ça, c'est vrai que c'est pratique. Et on voit que c'est un peu plus de la moitié des gens sont extrêmement sensibles à la gamification. C'est-à-dire, quand on leur dit « il faut faire 100 et tu en es qu'à 80 », en fait, ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais ils vont aller à 100 parce qu'ils veulent l'avoir. Il y a 40% qui, eux, s'en fichent complètement. Mais on peut quand même motiver 60%, ce qui est déjà pas mal. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que l'outil digital, il est assez merveilleux pour la raison suivante, c'est que vous allez avoir tout le contenu pédagogique en permanence à disposition. Et c'est vrai que quand on est avec les ateliers qu'on a dans 3 semaines pour revoir un CV, en fait, parfois, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir le faire maintenant parce qu'on est passé dans cette habitude de l'immédiateté. Et donc, je cherche quelque chose, je le trouve tout de suite. Je ne vais pas attendre 3 semaines pour avoir mes réponses. Alors, là, je pense que c'est la grande difficulté aujourd'hui de l'ensemble des acteurs sur la recherche d'emploi, c'est le networking. Et concernant le networking, en fait, on dit qu'il y a 70% des postes qui ne sont pas sur le marché officiel et qui sont sur le marché caché, c'est-à-dire qu'on ne les trouvera pas en annonce. Comment on fait ? Eh bien, en fait, c'est pareil, c'est une technique, c'est de la mécanique, ça s'apprend, et c'est assez simple si on l'apprend et on accepte les codes. En revanche, si on ne l'intègre pas, c'est vrai qu'on va passer à côté de tout ce marché qui, en plus, a peu de concurrence. Résultat des courses, aujourd'hui, il faut faire un effort extrêmement fort sur le networking
Et c'est vrai que l'aspect digital peut vraiment aider parce que ça assène en permanence comment on doit faire. Et puis, le dernier point, je reviens, le prix. C'est vrai que le digital permet quand même de diminuer les prix. Alors, il y en a qui diront que ça reste cher, évidemment, mais ça permet quand même de diminuer sacrément les prix. Alors, nous, comment on a imaginé les choses ? On a effectivement un accompagnement digital que je vais vous montrer, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. Et cet accompagnement digital, la seule chose que je vais dire, c'est que c'est centré sur la mécanique d'emploi. En revanche, la mécanique, c'est bien gentil, mais comme on est face à des vrais gens, les vrais gens, eux, en dehors du fait qu'ils savent qu'il faut faire un CV, une lettre de motivation, etc., ils vont avoir leurs propres freins. Et ça, le digital ne peut pas les lever. Il ne peut y avoir qu'un accompagnement, un accompagnement humain qui peut lever ce levier. Donc, résultat des courses, ce coach va permettre de faire dépasser assez rapidement les différents freins que la personne a. Et effectivement, nous, on a remarqué quelque chose, c'est qu'on a fait une nouvelle innovation dans l'accompagnement, c'est qu'on a forcé nos coachs à être en temps contraint. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que le candidat, il sait qu'il a 3-4 heures de coaching. Et donc, il est responsabilisé sur l'utilité de son coaching. La plupart des accompagnements vous disent, bon, bah, vous avez de l'accompagnement quand vous voulez, etc. Résultat, il utilise beaucoup de coachs qui coûtent très cher, sans forcément l'utiliser à plein, sur 1h30, alors qu'on sait qu'on n'est jamais concentré, 1h30, ça n'existe pas, le coach non plus, d'ailleurs, et c'est normal. Donc, résultat, en temps contraint, on force le collaborateur à se préparer, on le force à avoir des objectifs et à être responsable de son temps et du temps du coach. Et ça ajoute en efficacité, et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on a les ateliers collectifs. Alors, les ateliers collectifs, ils sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de valider que la mécanique qu'on a vue dans l'application digitale se fait bien. Et à un moment, c'est vrai qu'il faut se confronter. Par exemple, si je vous montre mon CV, qu'est-ce que vous allez en penser, etc. Et donc, on va confronter les gens vont se confronter ensemble sur des aspects de la mécanique, finalement, qu'on aura vu dans l'application digitale. Et puis, c'est vrai que aujourd'hui, on est dans des mondes où il y a des communautés. Et donc, on a créé effectivement également une communauté au sein. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer très rapidement l'application. Alors Clément, si je fais une bêtise, tu me le dis. Mais normalement, non. Attends, voilà. Voilà, mince. Donc, l'application, nous, ce qui nous a intéressés, c'est que les gens ne soient pas perdus. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens ont des applications en sport, ils en ont en bien-être, ils en ont en méditation avec Petit Bambou, etc. Et ils sont très habitués à ces applications-là. Donc, il fallait absolument que les gens se retrouvent. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver tous les codes. Donc là, je retrouve mon compte. Je retrouve effectivement à côté toutes les notifications dont le colonel parlait avec bravo, félicitations, hier tu avais un entretien, n'oublie pas de féliciter, etc., de remercier, pardon, etc., pour être aiguillonné et finalement motivé. On a le système de gamification. Et puis, derrière, on va avoir... Alors là, je n'ai pas pris de rendez-vous cette semaine, j'en suis désolée. C'est pas bien pour mon networking, mais tant pis. Et puis, derrière, je vais effectivement avoir toutes les actions que je dois faire. Alors, comme on est lundi, effectivement... Toutes mes actions sont nouvelles depuis cette nuit, en fait. Donc, je vais pouvoir, par exemple, préparer ma séance de coaching. J'y vais, je regarde ce que j'ai à faire. Donc, on m'explique ce que j'ai à faire. Je peux aller voir du contenu pédagogique, pour m'aider à savoir exactement comment faire. Et puis, retourner à l'action. Et puis, je vais pouvoir, comme ça, valider. Et là, je vais pouvoir gagner mes 10 points, ce qui va me permettre de suivre toutes mes actions de la semaine. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu comment ça se passe, en fait, là, on a effectivement un programme extrêmement précis d'actions à faire et à réaliser par thématique sur le projet professionnel et l'utilisateur va savoir très précisément ce qu'il a à faire. Donc, il va travailler sur son projet professionnel, le CV, le projet.
l'intégration dans la vie privée, ce qui, ça, est très particulier. Est-ce que dans ma santé, je suis correctement accompagnée? Est-ce que sur mon organisation? Est-ce que sur mon budget? Ça a l'air bête, mais suivant le niveau hiérarchique des personnes et les revenus, eh bien, payer des cafés à droite, à gauche, en fait, c'est un investissement. Peut-être qu'il faut s'acheter un ordinateur, etc. Et donc, eh ben, ça se calcule. Évidemment, la gestion des candidatures, le networking, je n'en reparle pas parce que c'est ma marotte, et puis évidemment la communication qui est très importante. Donc les gens vont retrouver évidemment l'ensemble des contenus pédagogiques, ils vont pouvoir gérer les contacts, retrouver leurs annonces, et puis ils vont aussi pouvoir suivre leur propre activité. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Où est-ce que j'en suis? Donc là, par exemple, on voit qu'Elisabeth, elle n'est pas terrible quand même. Hein. Elle ne dépasse pas les 40%, ce qui est quand même pas top. Et ça, c'est là où c'est intéressant, c'est que le RH, l'organisme demandeur, donc par exemple Défense Mobilité, a accès à ces différents tableaux pour pouvoir suivre les collaborateurs. Donc résultat, c'est un outil qui effectivement permet de suivre complètement, mais qui n'aurait pas d'intérêt si on n'avait pas derrière un regard humain avec les ateliers collectifs et le coach à côté. Parce que le digital, ça n'est qu'un outil, mais ça n'est pas le principal. Donc effectivement, ceci dit, ce que nous on remarque en tout cas quand on suit nos utilisateurs, c'est que ceux qui vont basculer, c'est vraiment, et pour retrouver un emploi, c'est vraiment ceux qui vont jouer le networking. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde la manière dont ça fonctionne dans nos groupes collectifs, eh bien, c'est qu'ils mettent un peu de temps, mais au bout de 2 mois, ils basculent. Et à ce moment-là, on sait qu'ils vont faire toutes les actions qui sont dans l'application digitale. Donc c'est assez amusant de voir que l'un nourrit l'autre en permanence et que sans l'un, en fait, l'autre n'aurait pas d'efficacité. Voilà à peu près là où on en est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus grande fierté qu'on a eue en accompagnant les gens de Défense Mobilité, c'est de voir, alors ces femmes, je dis ces femmes parce qu'il se trouve que moi, dans mes ateliers collectifs, j'avais pas d'hommes. On n'avait que des femmes. Mais il y en avait dans le programme. Et elles étaient d'un courage et elles se sont accrochées, sachant qu'on avait de tout niveau. Hein. On avait des personnes qui allaient de la femme de ménage jusqu'à la commissaire de marine, donc un très haut niveau, Sciences Po, etc. Et toutes, finalement, elles se sont d'abord entraidées. Ça, c'était incroyable. La deuxième chose, c'est qu'elles se sont accrochées, vraiment. Et on en avait qui avaient des dyslexies très graves, qui avaient des difficultés à lire. Elles se sont vraiment accrochées. Et du coup, c'est vrai que ça a été une grande joie du coup, de les voir retrouver un emploi. Parce que franchement, 53%, Delphine qui est là avait du mal à le croire quand je lui disais ça y est, on y est. Donc voilà, donc c'était une très grande joie en tout cas de travailler avec le ministère des Armées pour cette mobilité très digitale, mais très humaine. Voilà. Est-ce que, du coup, vous avez des questions? Clément. Du coup, je peux peut-être même arrêter ça, si tu veux. Ouais. Et là, si je fais ça, ça devrait couper. Voilà. Alors, on a une première question. Alors, du coup, moi, je ne suis pas entendu à l'oral ou en digital. Oui, on va le répéter. Comment l'exemple donné par l'armée peut-il s'appliquer au secteur de la banque et de l'assurance? Donc, la question, c'est comment l'exemple donné par l'armée peut s'appliquer au monde de la banque et de l'assurance. Alors, en fait, dans le monde de la banque et de l'assurance, en fait, on est face à 2 problématiques, ou bien des difficultés de transformation, et donc comment accompagner les personnes ou en mobilité interne, ou éventuellement les accompagner vers une autre carrière à l'extérieur. Et ces différents accompagnements, en fait, eh bien, on peut tout à fait déployer exactement le même outil pour ces mondes-là.
Il se trouve juste qu'on va adapter le programme pour que ce soit très particulier pour le monde dans lequel on est. Et on peut même l'adapter en fonction des catégories professionnelles et en fonction même des entreprises, hein, puisqu'on peut intégrer les problématiques de l'entreprise dans nos programmes. Ouais, alors, je connais mal évidemment le domaine de la finance et de l'assurance. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire à l'inverse, comment on fait pour reclasser finalement vers l'emploi dans le privé, dans des métiers assez différents, des gens qui ont fait toute une carrière militaire et qui finalement, certains ont été pilotes de char ou caporal-chef dans l'infanterie, quoi. Et en quel rapport entre l'opération Barkhane, où vous êtes au Mali, et puis demain, un métier différent. Alors, sans parler de solutions digitales en l'occurrence, nous, au ministère, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans la formation professionnelle. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de leviers importants dans le domaine. Il y a eu des lois nouvelles, il y a le CPF pour ceux qui veulent se refinancer des choses. Il y a encore l'alternance qui existe. Alors, ça dépend de l'âge qu'on a, hein. L'alternance, il y a des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Mais il y a quand même des outils qui peut-être sont plus importants aujourd'hui qu'avant pour se requalifier. Voilà. Y compris la valorisation de l'expérience, pour se requalifier ou pour repartir vers une nouvelle vie. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont maintenant mises en place. Par contre, effectivement, il ne faut pas laisser les collaborateurs seuls face à à tout ce qui existe. Et là, je parle de Pôle emploi. Vous allez sur par exemple, l'Emploisteur, parce que pour le coup, le Pôle emploi a fait une transformation numérique il y a déjà quelques années. Alors, ils ont une direction qui s'occupe de ça, qui est très nombreuse, hein, mais leurs outils sont assez conviviaux, assez performants aussi. Et je parle d'eux parce que ils ont quelque chose qui s'appelle par exemple ma bonne formation, et vous avez plein de choses pour pouvoir demain aller chercher votre formation vous-même, le faire financer par le CPF. Il y a quand même des choses qui existent, qui n'existaient pas il y a 10 ans ou il y a encore 5 ans. Donc moi, on recroit nous à la qualification ou à la requalification, même pas longtemps, pour accompagner les collaborateurs, et peut-être aussi au coaching pour récupérer quelques soft skills ou savoir-être qu'on n'a pas forcément dans le métier qu'on a eu, mais qu'on devra mettre en œuvre dans un nouveau métier. Parce qu'en fait, il y a les compétences techniques, mais vous savez qu'une partie du monde recrute en ce moment beaucoup sur d'autres savoirs, enfin les savoir-faire comportementaux qui sont très importants dans les entreprises, hein. On est quand même confronté aussi soit à des vagues de départ pas forcément souhaité, soit parfois des difficultés d'adaptation comportementale en fait, hein. Et donc en fait ils recherchent beaucoup de profils qui ne sont pas forcément et pas uniquement des compétences techniques, voilà. Mais je pense qu'il faut pas laisser seuls les collaborateurs. Deux, je crois à la formation professionnelle, et il y a beaucoup d'outils maintenant aujourd'hui qui existent aujourd'hui, en plus des outils du type comme la digitalisation. Mais voilà. Donc la question est, quelle est la répartition entre le digital, le collectif et l'individuel, le coaching individuel. Donc aujourd'hui, nous, on sait que dans nos programmes, c'est entre 10 et 15 heures de travail individuel qui est donné par l'application. Ça, donc on sait très bien, et ça c'est par semaine. Le travail de collectif, hein, c'est un atelier par personne, enfin chaque personne a un atelier tous les 15 jours, donc du coup il a 1 heure tous les 15 jours, et le coaching individuel, il est à 2 séances de 30 minutes à peu près par mois, donc on est à peu près 4 heures sur l'ensemble des 4 mois. Ça, c'est ce qui a été fait au ministère de l'Armée. Après, on a plein d'autres possibilités. Mais globalement, on leur demande beaucoup de travail individuel, objectivement. Et puis, c'est le coaching individuel qui peut varier. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans les... En fait, nous...
Nous, on a un accompagnement. En fait, il n'y a pas d'atelier collectif en régie là, par nos conseillers. Il y a assez peu d'ateliers collectifs à part au début. Donc la proportion est surtout quand ils font des sessions un peu collectives d'orientation, on leur présente le champ possible, mais c'est pas des exercices en groupe. Par contre, ils ont des entretiens assez réguliers avec leurs conseillers, jamais assez souvent, mais tous les 15 jours avec leurs conseillers. Et ils ont après les outils de travail personnel, parce qu'un projet professionnel, bah, c'est de toute façon une réflexion sur soi qu'on doit faire à un moment donné, hein, c'est un bilan à la fois professionnel, c'est ce qu'on souhaiterait faire, mais aussi personnel, c'est-à-dire quelles sont mes valeurs. Donc il y a un travail sur soi qui est évident, qui est pas évident pour le coup, mais qui est important. Donc c'est difficile de nous de parler en proportion. Nous, nos militaires, quand ils sortent, en l'occurrence, ils ont le droit à des congés de reconversion qui peuvent prendre 6 mois, où on va leur permettre pendant 6 mois de se consacrer, mais dedans on y bloque de la formation professionnelle ou des périodes d'application en entreprise, parce qu'il y a aussi des stages qui sont possibles. Donc quand on recherche un emploi, on peut aussi expérimenter, aller et voilà, donc c'est un peu difficile de répondre tel quel à votre question, parce que c'était la solution. Mais c'est vrai que je rejoins, il y a de toute façon dans toute recherche d'emploi, et en plus dans l'armée c'est particulièrement vrai, parce qu'ils ont un deuil à faire pour quitter l'institution qui est assez conviviale, assez fraternelle. Donc quand ils quittent pour aller dans le privé, ils ont l'impression de laisser derrière eux tout un pan en fait, de collectif en fait, hein. Et donc là ils sont un peu livrés seuls à eux-mêmes. Donc il y a un travail sur eux-mêmes pour ces militaires ou pour leurs conjoints, qui est pour le coup plus pour les militaires que pour les conjoints, qui est assez important à faire. Donc moi je dirais il y a 50% de travail personnel et 50% d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, troisième question, comment les entreprises peuvent aider leurs collaborateurs dans leur recherche d'emploi en cas de réorganisation interne ou plan de transformation? Alors là, moi, donc la question c'est, tu fais bien de me le rappeler, c'est comment les entreprises peuvent aider leurs collaborateurs dans leur recherche d'emploi, qu'elle soit interne ou externe. Alors moi, je suis convaincue d'une chose, c'est déjà d'incarner la mobilité en interne. C'est-à-dire que s'il n'y a personne avec qui je peux parler de ma mobilité, en fait, c'est que la mobilité ne peut pas exister. Alors ça peut exister sous plein de formes, des comités de mobilité, ça peut être des revues de personnel. Toutes les entreprises vont avoir des outils assez différents, mais il faut qu'à un moment, il y ait un lieu où on puisse en parler et où ça existe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas faire croire aux salariés qu'ils peuvent y arriver sans temps déjà et sans outils. C'est-à-dire que là, on travaille avec une entreprise privée dans l'industrie et quand on leur a dit, pas de problème, en mobilité interne, confiez-nous des personnes, mais c'est 8 heures par semaine de travail personnel à faire. Là, ça a commencé à dire, non. J'ai dit, si vous voulez qu'ils retrouvent un emploi alors que la personne est en difficulté, il n'y aura pas en vrai, il faut absolument qu'elle travaille 8 heures pour faire du networking, pour retravailler son CV, pour refaire son projet professionnel. Et c'est pas vrai qu'on y arrive en 5 minutes. Ça n'existe pas. Et la troisième chose, c'est de donner une méthodologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que c'est inné de faire du networking en interne. En interne, c'est très difficile de gérer sa réputation, parce qu'on sait qu'en interne, la réputation, on se la traîne et il va falloir la gérer et éventuellement la faire évoluer. Et que tout ça, en fait, c'est une méthodologie, c'est de la mécanique. Et après, il faut effectivement travailler sur soi, etc. Mais voilà, moi, je suis convaincue que ça n'est ni inné et que ça se prépare et que comme c'est comme tout, en fait, si on veut de l'efficacité, il faut mettre un tout petit peu d'effort. Je suis un peu... Non, mais moi, sans vouloir répondre complètement à la question exactement, c'est pour ça que le ministère des Armées dédie en fait une période de fin de carrière à la reconversion, voilà, qui peut durer. Alors parce qu'en accompagnement aussi à la création d'entreprise, donc nous on peut leur donner parfois des congés pour leur aider à créer leur entreprise. Donc c'est un congé qui peut aller jusqu'à 1 an. Donc vous imaginez, c'est quand même pas neutre, parce qu'un an, mais il va y consacrer l'essentiel de son temps. On va l'accompagner vers ça, mais on le consent.
Pourtant, ça pèse aussi sur notre RH, nos ressources, notre capacité de travail, mais on le consent. C'est un dialogue avec les gestionnaires d'armée, parce qu'on fait tout ça avec les gestionnaires d'armée qui gèrent les carrières, enfin qui gèrent pour le coup les affectations et les carrières. Mais oui, on y consacre un temps. En fin de carrière, vous savez que vous avez 6 mois à peu près, voire un peu plus, où vous allez pouvoir vous consacrer à ça. Tout le monde ne peut pas se le permettre, mais au ministère des Armées, on a fait ce choix, partant du principe que ils avaient pas forcément, ils avaient besoin de ce temps-là pour pouvoir progresser. Donc oui, il faut, si on veut accompagner ses collaborateurs, il faut forcément y consacrer une part de sa ressource et même du temps du collaborateur. Mais après, l'entreprise peut peut-être y gagner. C'est-à-dire, on sait que voilà, dans cette entreprise-là, quand on part, on est accompagné jusqu'au bout. Voilà, il y a peut-être aussi une... Et même financièrement. financièrement. C'est pas forcément moins cher d'accompagner un peu plutôt que de payer des départs souvent très chers. Je vois des gens dubitatifs dans la salle. Ah, tu approuves? Moi, je voulais simplement rajouter, il ne faut pas croire que la reconversion chez nous, c'est aussi naturel que ça dans le ministère des Armées. Les armées, aujourd'hui, elles ne sont pas dans une vague de faire partir massivement. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans plutôt un contexte de fidélisation. Donc nous, nos compétences, on en a besoin. Le ministère ne dit pas partez, quittez. Au contraire, il fidélise ses ressources dans des domaines en tension, comme il y a partout. Mais aussi, d'une manière générale, il a besoin des gens qu'il recrute et il a besoin de les fidéliser. Donc on n'est pas du tout, nous, en train de dire la reconversion, partez. On n'est pas dans des plans de licenciement, des plans sociaux. C'est pas du tout ça. On est par contre dans un contexte donc, de fidélisation, mais il n'empêche, malgré ça, on sait qu'à un moment donné, le contrat se termine. Et si le contrat se termine, on y dédie de la ressource parce qu'on sait que derrière, on a aussi ça fait partie du modèle. Voilà. Comme je vous l'ai dit, nous, on y a vu un enjeu d'attractivité et de fidélisation au départ. Voilà, en disant, tu viens chez nous parce que le jour où tu voudras partir, on t'aidera. Alors je comprends que l'entreprise raisonne de manière assez différente, mais je ne voudrais pas faire croire non plus qu'on est des pros de la reconversion parce qu'on a des plans sociaux. Nous, en fait, ça fait partie du modèle, en fait, structurel, depuis que ça fait partie d'un acte RH, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'un acte RH, c'est recruter, c'est gérer une carrière, c'est affecter, c'est promouvoir à l'avancement, c'est détecter des hauts potentiels. Dans l'armée aussi, on a une politique de hauts potentiels. Bon, on essaie de la regarder, puis à la fin, c'est accompagner vers la sortie. Donc c'est chez nous un continuum, et ça fait partie du modèle RH. Voilà. Du coup, nouvelle question. L'outil s'appuie-t-il sur des référentiels de compétences, de valeurs, de motivation et de comportement? Alors, la question, c'est l'outil s'appuie-t-il sur des modèles de compétences, de motivation et de comportement? Alors, effectivement, on va s'appuyer sur plusieurs choses. D'abord, sur un référentiel de soft skills, donc plutôt sur le comportemental, et également sur les compétences managériales, qui sont tout à fait, alors là, cadrées, encadrées, etc. La chose qu'on ne fait pas dans l'outil, c'est la gestion des compétences techniques. Parce que les compétences techniques n'ont pas de fin entre un chaudronnier, une personne de finance, d'assurance, gestion des risques, etc. En fait, il n'y a pas de limite aux compétences. Donc, on n'a pas du tout géré les compétences techniques. Et puis là, on a intégré des tests de personnalité pour s'appuyer sur des tests pour orienter le bilan de compétences ou bien le projet professionnel. Et là, on est en train d'intégrer un autre outil sous forme de test, mais qui derrière passe par une étape de compétences et derrière qui propose une liste d'emplois possibles. Donc voilà, on a ces différentes possibilités à l'intérieur de l'outil. Est-ce que c'était clair? Oui, tout à fait. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à chaque fois, on est dans une pédagogie qui fait faire, c'est-à-dire où on est dans une pédagogie par l'action. Ça n'est pas le coach qui va faire le travail à la place de l'utilisateur. C'est vraiment l'utilisateur qui doit être acteur absolument de sa mobilité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'à mon avis, on a les résultats qu'on a. Et du coup, on aura une dernière question. Pensez-vous étendre le dispositif aux militaires eux-mêmes, au-delà de leur conjoint?
Alors la question est, pensez-vous étendre le dispositif aux militaires eux-mêmes? Aujourd'hui, non. Je n'y pense pas en ces termes. D'abord, il y a des enjeux derrière de marché public, ce genre de choses. Pour l'instant, moi, ce qui nous a intéressé vraiment, c'était sur les conjoints qui avaient des freins personnels à l'emploi. Je ne dis pas que les militaires n'ont pas de freins personnels à l'emploi, mais la problématique est un peu différente. Ils sont accompagnés par nos conseillers. Je ne dis pas que ça ne marcherait pas chez les militaires, hein, mais on a aussi quelques dispositifs qui existent pour eux et pour le coup qui sont faits en régie par nos propres conseillers. Pour les officiers, par exemple, on a une mission de reconversion des officiers qui est dédiée à des postes, à des gens qui vont accompagner des officiers qui ont un projet cadre, voire cadre dirigeant. Voilà, donc c'est déjà quelque chose qui est fait en régie par des conseillers qu'on a recrutés spécifiques. Sur d'autres populations, par exemple des militaires sous-officiers ou militaires du rang, la problématique n'est pas tout à fait la même. Et donc, en fait, je ne dis pas que ça ne marcherait pas, mais aujourd'hui, on n'y a pas pensé comme ça. Nous, on a vraiment raisonné à travers une population un peu niche, les conjoints, mais une partie d'entre eux qui avaient... j'ai envie de dire, pour lequel il y avait besoin de maximiser le potentiel de réussite à travers ce coaching. Parce qu'il faut être honnête, je pourrais créer un problème d'équité au sein même de la population que j'accompagne si je dédiais simplement à quelques militaires cette prestation, qui a quand même un coût, même si elle est moins chère qu'ailleurs, elle a quand même un coût. Et donc voilà, nous on a identifié aujourd'hui une population spécifique et pour l'instant on n'en sort pas. Voilà, c'est très bien. Alors, vous avancez des résultats assez exceptionnels dans le cadre du retour à l'emploi, dans le cadre d'une mobilité externe. Je voudrais savoir si vous avez mesuré aussi des résultats dans le cadre d'une mobilité interne. donc la question, je ne sais pas si ça s'entend aussi bien, mais donc c'est que les chiffres annoncés étaient plus sur la mobilité externe et qu'en est-il, je synthétise, sur la mobilité interne. Donc aujourd'hui, effectivement, on a les mêmes résultats sur la mobilité interne et il n'empêche que ça mérite d'être encore approfondi. Voilà. Mais pour l'instant, on a d'excellents résultats en mobilité interne. c'est même étonnant. Et ce qui est intéressant, ceci dit, c'est que pareil, quand on nous donne des gens en interne, on nous dit c'est pas sûr qu'ils y arrivent, donc pas de pression s'ils ne retrouvent pas d'emploi. Et bien si, en fait, si on les fait basculer dans le networking, et ben ça marche tout autant. Une question sur le networking, en fait, vous disiez que c'était très important. C'est vrai qu'on se rend compte que les gens qui restent au chômage longtemps, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas de réseau. Oui. Comment vous pouvez mobiliser dans le monde de la finance, de l'assurance, il y a beaucoup de postes en back-office, de comptables, etc., qui n'ont pas de networking. Il y a beaucoup de... Ça fait même partie de la politique des banques, de faire que les gens n'aillent pas dans les colloques, dans les rencontres, etc. Donc comment faire pour justement... comment faire pour que ces personnes puissent se reconvertir alors qu'elles n'ont quasiment pas de networking? Comment vous avez fait avec les femmes militaires qui n'avaient pas de networking? Donc la question, c'est comment on fait pour que des gens qui pensent, si je peux me permettre, je rajoute ça, qui pensent qu'elles n'ont pas de réseau, vont pouvoir faire du networking. D'abord, la première chose, c'est que 100% des gens ont un réseau. Le problème, c'est que, imaginez-vous, quand vous arrivez dans un quartier, vous allez poser la question à votre voisin, où est le bon dentiste? Où est la bonne boulangerie? En fait, le networking, c'est exactement ça. C'est de poser la question à un moment, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui? Et en fait, vous avez toujours un cousin, une cousine. Alors peut-être qu'elle n'est pas dans ce monde-là. Peut-être qu'elle n'a rien à voir. En revanche, c'est pas vrai qu'une personne ne connaît personne au monde. Ça n'existe pas. C'est pour ça que la croyance que je n'ai pas de réseau est une des croyances sur lesquelles on se bat le plus. Et donc, avec les conjointes que nous avons, les conjoints que nous avons eus, alors d'abord, elles ont un vrai réseau, hein, qui est l'armée déjà. C'est un vrai réseau. Sur lequel elles peuvent vraiment s'appuyer. Je dis elles encore parce que nous, on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas vu les hommes, mais il y en avait. Et puis, la deuxième chose, c'est leur apprendre à chercher quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ça, de toute façon, il y a une règle qui existe qui dit qu'on est à 3 niveaux, tous du pape, je crois. L'exemple était toujours sur le pape. On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. 5 niveaux, alors 5 niveaux de quelqu'un qui connaît le pape. Donc, mais c'est pareil pour
pour tout dictateur. On est à 5, j'aurais pu le donner sur un exemple de dictateur. On est tous à 5 niveaux d'un dictateur ou du pape. Donc ça montre, et même la boulangère au fin fond de la Creuse. C'est ça qui est important. Donc, mais je répète, c'est de la technique et de la mécanique. Ça s'apprend. Est-ce que aujourd'hui, les sujets de mobilité interne et externe, est-ce que quand vous rencontrez les entreprises, vous sentez que c'est un sujet qui maintenant rentre dans la responsabilité globale de l'entreprise? C'est-à-dire que l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs, que de les accompagner en interne ou en externe. Donc la question, c'est est-ce que la mobilité, si je me trompe dans la reformulation, il faut me le dire, est-ce que la mobilité interne devient un sujet au sein des entreprises et est-ce que ça intègre les RSE? Alors, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui pourraient répondre à la limite mieux que moi. Je pense à Igor et à Dominique. Moi, je pense que oui, et que même c'est assez nouveau en fait. Et je pense que le Covid a beaucoup aidé en fait. C'est qu'on ne peut pas se permettre là de licencier tout le monde parce que tout d'un coup, j'ai pas beaucoup de possibilités. Maintenant, Igor, est-ce que toi, tu valides que effectivement bah, viens, ce sera plus simple. Alors, Igor, il est consultant dans un très grand, dans un grand cabinet, donc au contraire. Merci. Ce que je disais, c'est qu'il y a même des entreprises qui... Pardon, il y a même des entreprises effectivement qui communiquent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont promettre à leurs collaborateurs une mobilité tous les 2-3 ans et qui accompagnent vraiment leurs collaborateurs dans cette mobilité-là. Donc, et aussi effectivement à la sortie, quand les entreprises sont contraintes de mettre en place des plans, et on en voit effectivement assez souvent, ces entreprises mettent aussi quand même le paquet pour accompagner les collaborateurs à la sortie. Donc oui, ça devient vraiment aujourd'hui un point phare dans les RH qui investissent quand même énormément dans l'accompagnement de ces collaborateurs à la fois en interne, parce qu'ils promettent une mobilité tous les 2-3 ans, et c'est une promesse employeur faite à leurs collaborateurs, et aussi en sortie parce que effectivement il y a des plans, on en voit régulièrement et on en entend régulièrement. Est-ce que tu vois des différences entre les secteurs d'activité et sur le secteur de la finance? Sur le secteur de la finance, enfin en particulier, enfin ce point-là est assez vrai vraiment dans le secteur de la finance et dans le secteur de l'assurance. Enfin ça, pour avoir beaucoup travaillé sur ces sujets-là et avoir accompagné les entreprises du secteur finance et assurance, c'est quelque chose que je vois et qui est avéré. Après, dans les autres secteurs, je pense que ça reste un sujet vrai, enfin dans tout secteur confondu, et en particulier dans le secteur de la banque et de l'assurance, oui. Merci à vous. Dominique, est-ce que tu veux, toi, rajouter quelque chose sur la mobilité interne? Donc Dominique, il est DRH dans une grande compagnie d'assurance. Alors, je pense, en fait, c'est aussi un investissement. On peut très bien le voir sous la forme d'un investissement. Plus on facilite la mobilité externe, bon, il ne faut pas se leurrer, hein, quand on parle de cadres, on fait partir des cadres, on dépense des millions. Si on peut dépenser un peu moins de millions pour faciliter la mobilité, bon, on s'y retrouve tous à la fin. Donc on peut aussi le voir sous cet angle purement PNL. Et alors la première fois, je ne pense pas que ce soit efficace, parce qu'il faut quand même que le bouche à oreille fonctionne. Mais au bout de la deuxième, troisième fois, oui, ça va fonctionner et tout le monde va s'y retrouver. Il faut dédramatiser la sortie. En particulier dans des secteurs qui vivent dans leur confort. C'est pas l'armée, mais pas sur le côté court derrière les oreilles, mais plus sur le côté où il y a forte communauté et où en dehors de cette communauté, rien n'existe, ce qui n'est pas vrai. Le monde est rempli de choses différentes. Voilà, plus de questions? Eh bien, merci infiniment. Alors, Maximilien, est-ce que tu veux clore? Ah bah c'est toi le patron, alors c'est à toi. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Dernière réflexion par rapport à ce que disait le dernier intervenant. En fait, dans les startups, il y a vraiment une politique RH. Donc, alors évidemment pas à la même échelle que dans les grands groupes ou à l'armée, mais il y a aussi cette promesse de mobilité interne. Donc on avait invité au dernier Finov, là, il y a 15 jours, une licorne donc, qui avait levé, je crois, 300 millions d'euros. Et donc le patron nous disait que, donc évidemment, il y a des enjeux pour recruter les data scientists.
Donc ils sont courtisés par Google, par des super belles boîtes, quoi, par Facebook, etc. Et ils disaient, comment nous les Français, on arrive à les faire venir. Et ils disaient, oui, on a un programme, on a des filiales au Japon, à Singapour, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Et ils disaient, nous on leur promet 6 mois au Japon, 6 mois à New York, etc. Et là les petits jeunes, je vais aller passer 6 mois au Japon, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Et donc c'était des super opportunités donc de mobilité. Alors on a parlé aussi à l'armée de mobilité géographique, donc c'est les jeunes, ils aiment bien voyager. Et alors évidemment la boîte est en croissance, donc de mobilité aussi en termes de poste, puisque la boîte grossit, on peut avoir un poste, une plus grande responsabilité, une plus grande équipe. Donc je trouve que c'est intéressant de voir que donc là on parlait de l'armée, des grands groupes, évidemment contre ces sujets-là, mais c'est aussi des sujets qui peuvent aussi être dans l'attractivité. Ce que disait le colonel, c'est que ça fait partie de la promesse globale RH. Et donc la promesse globale RH d'une start-up, d'une licorne, c'est ça, c'est de dire vous venez. Alors, on ne dit pas on prépare votre sortie, mais on prépare votre mobilité géographique, on prépare votre mobilité même en termes d'employabilité, de poste et de responsabilité. Donc c'est intéressant de voir que ces problématiques, elles ne sont pas seulement chez les grands groupes, mais aussi chez les startups. Donc merci à tous. Le replay sera en ligne sur le site du pôle dans quelques jours. Donc n'hésitez pas, les gens étaient en ligne, mais certains ont raté n'ont pas pu être présents. Donc n'hésitez pas. Clément enverra tous ceux qui se sont inscrits donc en ligne. Et donc n'hésitez pas à venir le replay. Merci au public qui était là, qui a posé des questions. Et merci à nos intervenants, au colonel et à Elisabeth Tartini. Merci. Au revoir.